Marie-Martine Schins, merci d'être avec nous. Alors, on va employer ces 20 minutes-ci pour faire un peu un bilan de la législature. Évidemment, ça ne va pas être complet, mais d'abord une première question. Avant de revenir de façon générale sur ce bilan, quel bilan vous faites-vous de votre action depuis votre arrivée ici il y a quelques mois ? Et je pense que j'avais une triple mission. J'espère l'avoir remplie et j'espère encore pouvoir évidemment la continuer d'ici la fin de la législature, voire même par la suite. La mission, c'était tout d'abord de faire aboutir les différents dossiers qui étaient en cours et qui étaient des dossiers essentiels. Je pense évidemment à la réforme des titres et fonctions qui permet de simplifier les barèmes. On passe de 214 barèmes à 20 barèmes. On a les 5000 titres qui sont clarifiés. Quel enseignant va pouvoir donner quel cours avec un arrêté et les accroches titres et fonctions. Donc c'est un peu barbare comme décret, il faut bien l'avouer, mais au niveau du confort des enseignants, au niveau de la lutte contre la pénurie et aussi au niveau de cette information clarifiée pour les directions, je pense qu'on est vraiment dans quelque chose qui était très attendu et qui était annoncé depuis 40 ans. Énorme dossier qui arrive au Parlement le 1er avril, et ce n'est pas un poisson d'avril. Il y avait aussi évidemment le décret premier degré, c'est un décret qui date de 2006, on savait qu'il fallait l'améliorer, on a travaillé avec des projets pilotes dans 40 écoles, c'était aussi suivi par des études universitaires qui ont encadré ces projets pilotes. On arrive à des améliorations qui, je pense, dans l'ensemble, seront appréciées sur le terrain par les professeurs qui donnent cours en première et deuxième secondaire. Ce sont des années charnières et donc il fallait, je pense, cette amélioration. Comment est-ce que vous définissez la politique qui a prévalu ? Est-ce que c'est un peu partir de pratiques du terrain et puis de voir comment on peut les généraliser ? C'est un petit peu ça votre politique ? C'est clair que Marie-Dominique Simonet avait commencé en disant on ne veut pas la révolution et les enseignants ne veulent pas la révolution dans les écoles. Par contre, on peut améliorer les choses et si on les améliore, on doit le faire avec les acteurs de terrain. Et c'est ce qui s'est produit. À chaque fois qu'elle a proposé quelque chose, elle l'a proposé en voyant ce qui se passait sur le terrain, en travaillant avec des expériences pilotes. Et puis, par la suite, ces expériences pilotes, quand on voit décollage, les alternatives au redoublement, cette communauté qui fait fonctionner les enseignants, les directions, les centres PMS, cette communauté qui regroupe maintenant 300 écoles et 75 PMS, on n'est plus au stade d'expérience pilote. Donc on arrive à un stade de généralisation et avec une perception des acteurs de terrain qui est bien meilleure que quand on a une approche top-down et des impositions. Moi je l'ai vécu quand j'étais enseignante. On n'avait pas envie de se dire voilà encore une nouveauté qui nous tombe sur la tête et on n'a pas été concerté. Donc bien sûr, à la fois comme ministre mais aussi comme enseignante de cœur, j'ai continué sur cette lancée et c'est vrai que pour nous, c'est ce qui marche. Alors certains ont beau jeu de dire c'est la politique des petits pas, mais non. Non, parce que, et certains journalistes l'ont bien perçu, l'école avance. C'est un gros paquebot et donc il avance lentement. Et pour avancer correctement, il faut lui laisser le temps. Et ce temps, on le prend et on le prend avec les acteurs de terrain. Et sinon, il y avait peut-être 2-3 autres gros chantiers que j'aurais vraiment voulu terminer et qui sont en bonne voie. Il y a évidemment toute la réforme, enfin la refondation, parce qu'on ne peut pas parler de réforme de nouveau, parce qu'il y avait des choses qui fonctionnaient bien, on n'avait pas envie de complètement les bouleverser, mais la refondation du qualifiant a bien démarré. On a voté dernièrement le décret stage et le décret grille horaire. Il y a énormément d'investissements qui ont été faits pour un équipement de pointe, à la fois dans les centres de compétences, dans les centres de technologie avancée. On est, je pense, dans une démarche de liaison avec l'entreprise qui n'a plus rien à voir avec ce qui se passait il y a 10 ans. On est dans un discours de part et d'autre, hein, et donc je vais dire des efforts ont été faits des deux côtés, et du monde de l'entreprise et du côté des enseignants, où on se parle, où on veut avancer ensemble en oubliant tout ce qui était décrié, hein. On parlait beaucoup d'adéquationnisme ou de savoir-être, mais il faut les deux. Il faut des personnes qui apprennent à apprendre, qui ont des savoir-être qui seront utiles en entreprise, de bonnes facultés d'adaptation, mais aussi des élèves qui ont des compétences techniques dont l'entreprise a besoin. Et là, je crois vraiment qu'on a fait de l'excellent travail qui doit aussi s'amplifier et qui est en train de se terminer. Alors, vous avez déjà évoqué toute une série de dossiers, et je vous propose d'en évoquer encore d'autres qui ont quand même marqué la législature. Vous le savez, voilà, le CEGEC a été sensible notamment au fait que pour la première fois sous cette législature, les pouvoirs organisateurs ont été associés aux négociations sectorielles. Ça, c'est clairement une avancée. Oui, la concertation, que ce soit évidemment avec les pouvoirs organisateurs, avec les réseaux, mais aussi avec les autres acteurs du terrain, je pense que c'est la marque de Marie-Dominique Simonet. J'ai été très contente d'arriver et de pouvoir le poursuivre parce que
la stabilisation, la confiance retrouvée dans le monde des enseignants, c'est pour nous notre marque de fabrique. Et ce qu'on veut, c'est évidemment qu'elle puisse perdurer. Ce n'est pas que dans un an, quelqu'un vienne imposer des choses alors que la confiance a été restaurée, cette confiance entre le monde politique et les acteurs de terrain. Et cette confiance, elle doit s'amplifier avec les acteurs de la société civile pour que le métier d'enseignant retrouve aussi la confiance du monde économique, la confiance finalement des familles et des parents. Et elle se construit au jour le jour avec différentes démarches, avec différents décrets aussi. Je pense au décret intersectoriel où on a travaillé avec d'autres acteurs que le monde de l'école, le monde de la jeunesse, les centres PMS. C'est comme ça, je pense, qu'on construira l'école de demain. Alors, autre dossier incontournable, hein, évidemment, on en parle régulièrement, c'est la création de places. Certains diront évidemment que l'on a réagi tardivement. Un plan d'urgence a pu être mis en place et il faut dire quand même que tous les acteurs se sont mouillés, tant les politiques, et on a vu aussi que les pouvoirs organisateurs ont fortement contribué. Oui, et là je remercie vraiment tout le monde parce que c'est vrai qu'on s'est mis d'accord entre nous sur des budgets à dégager, sur des interventions qui sont des interventions en capital ou bien en soutien physique puisque les modules sont mis à disposition et des interventions qui sont égalitaires pour l'ensemble des réseaux. Voilà, c'est un premier pas en avant vers justement un financement plus juste des bâtiments pour que tout le monde puisse prendre part aux défis démographiques. Alors, ces interventions, elles sont possibles parce que les réseaux ont fait des propositions. Et dans les 3 phases d'action qui ont été proposées par mon collègue qui est en charge des bâtiments, eh bien, on a vu que les différents réseaux, aussi bien le réseau communal que le réseau libre, que évidemment le réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, se sont mouillés en fonction de leurs possibilités. Tout le monde n'a pas la place pour mettre un module à Bruxelles, mais s'il y a un grenier à restaurer, ben, ceux qui pouvaient le faire sont rentrés dans la démarche. Donc là, je pense que c'est une grande alliance de l'ensemble des acteurs autour de l'accueil de chaque élève, chaque enfant, pour une place de qualité pour chaque enfant. Je voudrais revenir un instant sur la réforme titres et fonctions. Vous en avez parlé il y a un instant, mais il y a un autre volet, c'est l'aspect cours de religion, puisque l'on sait, il y a eu une volonté donc de dissocier titres et fonctions pour l'ensemble des cours et puis pour les cours de religion d'autre part. Ça a suscité donc un débat sur l'avenir des cours de religion. On le sait, les chefs de culte ont élaboré donc un tronc commun avec les 3 grandes compétences transversales. Quelle est votre vision de ce dossier et quelles sont selon vous les perspectives ? Moi je pense que ce que Marie-Dominique Simonet a fait avec les chefs de culte, c'est un premier pas et c'est, je pense, le point le plus loin où on pouvait arriver ici pour cette législature. Étant donné les délais d'ailleurs par rapport à de futurs décrets, on est vraiment maintenant dans la limite au niveau du timing pour le Parlement. Et donc cette volonté de faire travailler ensemble tous les chefs de culte, mais aussi de proposer et d'imposer dans le programme qu'il y ait ce dialogue interconvictionnel entre les classes, entre les professeurs et les élèves des différentes religions, c'est pour moi un très bon point de départ. Et là, je parle aussi évidemment comme professeur de religion qui, dans son cours, ayant des élèves de différentes religions, avait déjà adapté au sein même du cours cette ouverture et avait déjà réalisé cette ouverture. Donc elle est pour moi essentielle. Le débat il va se poursuivre. Le CDH n'est pas fermé aux solutions qui pourront être proposées, mais le débat va se poursuivre dans un contexte budgétaire clair. On n'a pas la possibilité de rajouter 1 heure de cours pour le moment dans les grilles horaires, puisque budgétairement on est très juste, et il va se poursuivre dans un contexte de respect des différentes convictions et des convictions de chacun. On n'est pas fermé, je pense que le débat peut avoir lieu au sein du Parlement en début de prochaine législature. Ça fera peut-être aussi partie des différentes négociations gouvernementales, mais ce qu'on a voulu faire, et là où c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu aboutir, et évidemment, voilà, les partenaires au sein de la majorité n'étaient pas forcément preneurs, c'est qu'on a voulu sécuriser les titres et les statuts des professeurs de religion en donnant un cadre officiel, en donnant des accroches titres-fonctions et en permettant que le titre soit validé non pas uniquement par le chef de culte, mais également par la Fédération Wallonie-Bruxelles. On est dans des situations où pour le moment, certains professeurs de religion donnent cours sans avoir le CESS. Pour nous, ce n'est pas normal. Et donc pour nous, c'était ça la solution qu'apportait le décret titres et fonctions religion. Ça n'a pas été accepté, c'est aussi un ouvrage qui devrait être mis sur le métier. Je pense peu importe la coalition qui arrivera par la suite.
Le fondamental, l'aide aux directions, on en a parlé, on en reparle. On sait que donc le ministre Antoine donc, est venu avec une proposition, mais comment est-ce que vous voyez rétrospectivement la façon dont on a géré ce dossier tout au long de la législature? On n'avait aucun moyen budgétaire dégagé pendant les 4 premières années de la législature, donc ça c'est très clair. La Fédération Wallonie-Bruxelles n'a jamais pu dégager ce budget, la région wallonne l'a fait, sous forme de points PE, donc sous forme d'aide à l'emploi, et c'était bien la compétence du ministre Antoine. Il a estimé, pour avoir reçu lui aussi très régulièrement cette demande, qu'il était peut-être temps de permettre aux différents réseaux de bénéficier de ces aides. On sait qu'il y a un droit de tirage, par exemple, pour les communes pour bénéficier de points APE dans le cadre d'un décret de 2002. Ce droit de tirage n'existait pas pour les autres réseaux. Pour nous, il était temps de pouvoir faire un appel à projet qui permette à chacun, en fonction de ses besoins, au moins de rentrer dans l'appel à candidature. Alors bien sûr, il y a différents critères. Il y a le critère de ne pas bénéficier d'une autre aide. Il y a le critère de ne pas avoir d'école secondaire adossée, entre guillemets. Et il y a aussi d'autres critères. Et ce qui fait qu'en ayant tous ces critères, c'est une ouverture à l'ensemble des réseaux et que par la suite, la sélection des projets se fera sur base de l'appel à candidature. Alors avant de revenir à quelques questions plus spécifiques à certains niveaux d'enseignement en particulier, encore une thématique, donc les VRAS, c'était quand même au cours de cette législature que ça s'est mis en place, donc l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Donc ça n'est pas un cours à proprement parler, donc ce qui a été proposé, ce qui doit être maintenant mis en place, ce sont au minimum des animations. Oui. Donc on peut peut-être dire que ça a été la meilleure option, c'est-à-dire de laisser suffisamment de liberté aux écoles pour organiser ça et pas d'imposer un cours. Tout à fait. De laisser de la liberté aux écoles, parce que je le disais dans un autre contexte, mais une école n'est pas l'autre. Les publics varient, les priorités aussi varient en fonction de l'équipe pédagogique, mais il y a des balises. Et ces balises sont claires, il y a des propositions d'animation, on sait à quelle personne ressource ou à quelle SBL on peut faire appel quand on souhaite une animation sur tel ou tel type de sujet qui a un lien avec l'éducation affective et sexuelle. Et donc je pense qu'à nouveau ici le travail a été fait sans avoir une imposition trop stricte, en laissant une autonomie pédagogique à chaque école. Alors encore quelques questions donc pour terminer, plus en lien avec les niveaux d'enseignement. Le secondaire, on en a pas mal parlé. Pour le fondamental, hormis le dossier donc de l'aide aux directions, est-ce qu'il y a quelque chose qui a marqué la législature selon vous? Moi, sans hésitation, et c'est vrai que je ne connaissais pas ce projet avant d'arriver, puisque j'ai enseigné dans le secondaire essentiellement, mais sans hésitation, décollage. Parce qu'on a fait partie d'un projet pilote de l'OCDE qui reconnaît la Belgique comme, et la Fédération Wallonie-Bruxelles ici plus spécifiquement, comme étant partenaire des innovations pédagogiques. Alors, décollage, ça part d'un constat, le constat qu'on maintient trop d'enfants en 3e maternelle ou en 1re primaire et que parfois, différencier les apprentissages, suivre le rythme personnel de l'enfant amène à de meilleurs résultats que le redoublement. Et ça, le constat a été posé par différentes études internationales et rentrer dans cette démarche en donnant aux enseignants des nouveaux outils, un kit pédagogique, des formations par l'IFC, des rencontres entre pairs finalement et une forme de compagnonnage, décollage, c'est tout ça à la fois. Et je pense que sur le terrain, les différentes visites que j'ai réalisées dernièrement nous montrent que les enseignants sont demandeurs de ça. Ils sont demandeurs d'avoir du soutien, ils sont demandeurs de pouvoir discuter avec leurs pairs et ils souhaitent que décollage puisse continuer et puisse progressivement atteindre une généralisation. Alors évidemment, ça a demandé des moyens, mais ça n'a pas non plus demandé des moyens extraordinaires puisqu'on n'a pas dû mettre de nouveaux profs dans chaque classe pour faire de la différenciation à 2. L'équipe pédagogique ont permis à chaque enseignant de se dire « mais je fais déjà en partie de la différenciation dans ma classe ». Et ce n'est pas parce que les élèves sont tous différents que je dois travailler avec chacun. Parfois on constate en 3e maternelle, en 1re primaire qu'il y a des groupes de niveaux et pouvoir détecter ces différents niveaux et travailler par exemple en 3 groupes, c'est déjà un très bon outil de différenciation sans que ça ait l'impression d'être une montagne pour l'enseignant qui le vit au quotidien dans sa classe. Au niveau du secondaire, il y a quelques minutes, on a parlé notamment du 1er degré, on a parlé aussi du qualifiant, mais au niveau du qualifiant, vous en avez peut-être parlé brièvement, il y a aussi le système de la CPU, la certification par unité. C'est pas toujours très parlant dans l'esprit de monsieur et madame tout le monde, mais très clairement, il s'agit d'avoir des standards, des unités de formation. Oui. En fait, ce sont des unités d'acquis d'apprentissage et ces unités fonctionne sur les 2 dernières années du secondaire, mais en professionnel. Pour le moment, il y a 4 options qui sont concernées. Il y a 2 options en mécanique, il y a coiffure, esthétique. On va arriver dans des secteurs comme la soudure, la construction, qui sont des métiers en pénurie. Et l'avantage de ce système, qui est déjà pratiqué dans d'autres pays européens, mais
pas forcément en secondaire et en professionnel. Donc pour ça, on est aussi pionnier en Fédération Wallonie-Bruxelles. L'avantage du système, c'est de ne pas avoir pour l'élève cette épée de Damoclès de la fin de cinquième. Fin de cinquième, où il a parfois déjà eu un stage, où il a découvert le monde du travail, et où parfois il se dit « oh, mais je vais aller travailler », et finalement, avoir mon diplôme, c'est pas le plus important. Mais si justement, plutôt que d'avoir peur de cet échec en fin de cinquième, le fait de travailler par module et de travailler progressivement à son rythme lui donne, je pense, la motivation pour arriver au bout du cycle, au bout de la 6e année, pour avoir cette qualification qui, je pense, est bien nécessaire et qui est demandée par toutes les entreprises. Et donc, moi, j'ai visité 3 écoles dernièrement qui fonctionnaient par CPU. Alors bien sûr, la première année, comme toujours, quand on implémente un nouveau système, ça demande un peu de temps. Ça demande un petit peu de travail administratif de la part des enseignants qui revoient leurs cours non plus en séquence, mais en unité. Tous ceux qui sont rentrés dedans dans la première phase, la phase des projets pilotes, me disent « ah non, 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 c'est très bien, les élèves sont demandeurs et ça se passe vraiment bien au quotidien ». Donc moi, les échos que j'en ai sont plutôt positifs. Alors, vous êtes ministre de l'enseignement obligatoire, mais aussi de l'enseignement de promotion sociale. On n'en parle pas toujours autant qu'on souhaiterait en parler. En tant que ministre de l'enseignement de promotion sociale, il y a vraiment un dossier que vous voudriez mettre en lumière ? Moi, je crois qu'en promotion sociale, ce qui était important aussi, c'était de garder un dialogue constant avec les acteurs de promotion sociale. Parce que, vous l'avez dit, et je pense que ça a été valable pour les différents ministres qui ont eu cet enseignement dans leurs compétences, c'est parfois un peu ce qu'on oublie. Alors qu'ils travaillent avec un public très vaste, des élèves jeunes, adultes, et qu'ils arrivent, grâce à la promotion sociale, à un apprentissage tout au long de la vie. Et donc ils forment aussi bien des élèves qui ont décroché du parcours à un moment donné de leur vie, que des demandeurs d'emploi qui, grâce à ça, vont pouvoir rebondir, que des gens qui sont déjà en entreprise et qui ont besoin d'une formation complémentaire. On est vraiment dans une offre très large avec une réponse qui est très immédiate. Et là, on oublie souvent que c'est la qualité principale de la promotion sociale, c'est pouvoir répondre de façon immédiate. Alors bien sûr, il y a eu le décret paysage pour l'enseignement supérieur et arrive au Parlement la semaine prochaine, demain même en fait, je dis la semaine prochaine, mais c'est déjà demain, le décret qui vise à harmoniser l'enseignement de promotion sociale supérieure avec le décret paysage. Et là, c'est important, ce décret, parce qu'on a vraiment donné toute sa place à la promotion sociale dans l'enseignement supérieur. Ils ont une place dans l'ARES, dans les différents pôles académiques. Donc là, je pense qu'en tant que ministre, j'ai eu la chance de vraiment défendre, suite à Marie-Dominique, la place de l'enseignement de promotion sociale dans le supérieur. Et c'est, je pense, rien que ça, une belle avancée aussi.